Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 27e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne recevait l'ogre parisien et une déculottée de plus à Geoffroy Guichard. 6-1 en faveur des Parisiens, alors que l'entame de match a été plus que correcte. En tout cas, autour de la table, eux, ils ne seront pas dissous. C'est Olivier, c'est lui à toi, Olivier. Ah, il manquerait plus que ça. Et bien sûr, Eric, c'est lui à toi, Eric. Jeu, c'était match. Salut à toutes et à tous. Voilà, donc on va revenir sur cette déculottée 6 buts à 1 ce week-end, et puis des mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour la SSE, hein. Voilà, on en reparlera. On passera des morceaux musicaux évidemment, donc ça sera de la scène parisienne. Il y aura une courte page Haute-Loire, il y aura une page agenda, il y aura les verres à moitié vides, à moitié pleins. Et puis on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission. Et on va tout de suite commencer par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la réception du leader parisien, Eric Orneland n'a réservé aucune surprise dans son 11 de départ. Devant le capitaine Larsonneur, une défense composée de gauche à droite par Petro, Nadé, Batubinsika et Masson. Au milieu, Ekwa, Bouchouari, Tardieu, et devant Stassin, avec de part et d'autre Davitashvili et Cardona. Sans complexe, l'ASS démarre la rencontre tambour battant et voit son esprit d'initiative récompensé. Suite à un joli mouvement collectif, Davitashvili centre pour Stassin, qui de la tête trompe Safonov. Dominé durant la première demi-heure, le PSG se réorganise et se procure une occasion par Ramos, qui suite à un énorme raté de Petro dans la surface frappe sur Larsonneur. Dans la minute suivante, Cardona s'échappe côté droit avant de centrer pour Davitashvili. Le Géorgien laisse intelligemment passer le ballon pour Stassin, qui reprend au-dessus. Les Parisiens ont eu chaud, mais se remettent dans le sens de la marche avant la mi-temps, grâce au 15e pénalty sifflé contre les Verts depuis le début de saison, pour une légère faute de Tardieu sur Ramos. Le Portugais se fait justice lui-même en prenant Larsonneur à contre-pied. Dans le temps additionnel, Cardona orchestre un nouveau contre éclair et transmet le ballon au point de pénalty à Stassin, qui bute sur Safonov. L'ASS manque ainsi une énorme opportunité de reprendre l'avantage juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Paris accélère et Kvaratskhelia contre Nadé l'élimine ensuite dans la surface d'un crochet et conclut victorieusement du pied gauche. 2 minutes plus tard, suite à une perte de balle dans le rond central de Tardieu, Neves renverse le jeu côté gauche pour Barcola, dont la frappe enroulée est déviée du bout des doigts en corner par Larsonneur. L'ancien Lyonnais chipe ensuite la balle à Cardona. Doué s'en empare et résiste au retour de l'attaquant stéphanois pour placer une frappe hors de portée du gardien. Figé sur ses appuis, le PSG étouffe l'ASS avec un pressing haut qui lui permet de récupérer de nombreux ballons. Kvaratskhelia en subtilise un à Batubinsika et lance Barcola qui centre en retrait pour Neves, lequel porte le score à 1-4. La seconde période est à sens unique et Doué accélère côté gauche, passe entre Batubinsika et Ekwa et frappe en force sous la barre, s'offrant ainsi son premier doublé en professionnel. Après un penalty pour les Verts annulé par la VAR, puis une frappe enroulée de Barcola sur la barre, le PSG enfonce encore plus son adversaire. Nuno Mendes lance Barcola qui, altruiste, offre à l'international U17 Mbaye son premier but en pro. Jeu 7 et match, comme je disais, en intitulé pour le PSG, qui sera sacré samedi prochain au Parc des Princes, une nouvelle fois champion de France. Très loin de son lustre d'antan, l'ancien recordman est plus que jamais relégable. Dans l'attente demain de la décision concernant son match à Montpellier, l'ASS est désormais à 4 points du Havre et 6 de Reims, sans compter la différence de but. Quand on s'avère incapable de gagner un match, c'est que par-dessus le marché, on multiplie les humiliations. Comment s'étonner d'être si mal en point au classement à 7 journées de la fin. Merci Eric pour ce résumé précis. Oui, alors effectivement... ça fait mal ce carton de plus à domicile, et puis c'est la première fois en Ligue 1 que à Geoffroy Guichard on assiste à 6 pions pour l'équipe visiteuse. Donc ça fait mal, même si c'est bien sûr l'ogre parisien, une des meilleures équipes européennes à l'heure actuelle, on est bien d'accord. On savait que ça allait être compliqué, mais moi ma première question, est-ce que vous y avez cru au cours de cette première mi-temps d'obtenir un résultat face à ces parigots ? Moi j'y ai cru, parce que il aurait fallu continuer avec la même intensité.
Ça, par contre, bon, je suis un peu naïf d'avoir cru à ça, mais c'est vrai qu'à la 30e, 35e, quand il y a 1-0, alors j'avais oublié le cadeau de Petro, c'est vrai qu'on voyait quand même que c'était fébrile en défense. Donc voilà, après c'est le cœur qui parle parce que on espère toujours. Et puis en plus on a tellement besoin de points que j'y ai cru, oui forcément. Si t'y crois pas à 1-0 à la 35e, t'y crois. Enfin, t'es bien obligé d'y croire en te disant on sait pas, ils sont dans un soir sans, ils reviennent de la trêve internationale, c'est parisien, donc ils vont déjouer, ils préparent, ils ont un match tous les 3 jours, ça fait beaucoup. Bref, il y avait pas Hakimi. Il y avait des signes qui pouvaient aller dans notre sens. Dembélé qui était pas titulaire, tu vois, le gardien qui était pas habituel, qui était pas titulaire. Donc tu peux commencer à y croire. Malheureusement, patatras, surtout dans la tête après le penalty bien malheureux de ce pauvre Tardieu qui a tout essayé pour faire annuler ce penalty, mais malheureusement les images parlent d'elles-mêmes. Elles sont c'est malheureux, mais tout s'est effondré après au niveau psychologique pour les Stéphanois après ce penalty. Moi, au stade, je sais pas toi, Eric, moi j'ai pas compris le penalty. Hein. Sur le coup, j'ai dit mais pourquoi il siffle le penalty ? Voilà, je suivais simplement le ballon et j'ai vu qu'il tendait le bras, l'arbitre. J'ai toujours pas saisi. Et effectivement, en revisionnant les images 24 heures après. On voit que c'est Tardieu qui, en dégageant, qui effleure Ramos, hein, c'est ça ? C'est ça. Voilà, oui, une fois de plus, un penalty contre nous, quoi. C'est assez déconcertant parce que c'est tous les week-ends la même chose. Donc dès que l'équipe visiteuse rentre dans la surface de réparation, il y a une chance sur 3 pour qu'on termine avec un penalty concédé. Je trouve dommage parce que moi effectivement j'y ai cru parce que 1-0 et puis l'entame de match est plus que correct de la part des Stéphanois avec une intensité et un engagement dont on n'est pas habitué de la part des Stéphanois face à Paris. Ils les ont bousculés pendant 30 minutes. On reconnaissait pas trop les Parisiens, même si effectivement il y a eu pas mal de changements dans cette équipe parisienne. Donc entame de match presque parfaite pour les Stéphanois. Et puis voilà, ce penalty qui change absolument tout juste avant la pause. Et puis le contraste avec la deuxième période. Comment vous pouvez expliquer ce contraste entre ces deux périodes ? Pour répondre à ta question à laquelle j'ai pas encore répondu, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est une heureuse première mi-temps. Personne s'attendait à ça de la part des Verts. Paris était poussé dans ses derniers retranchements comme rarement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le coach. Ça fait 2 fois qu'on contrarie le PSG, même si ça ne suffit pas. Donc, on ouvre le score tout à fait mérité. Pendant une demi-heure, on a produit du beau jeu. Et puis d'ailleurs, on a une balle de 2 buts, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2-1 juste avant le retour au vestiaire. Et puis il y a ce penalty qui nous met dedans. Tu parlais du penalty, donc l'arbitre n'a pas consulté la VAR sur ce coup-là, alors qu'il l'a fait ensuite pour invalider celui de Cardona. Et en deuxième mi-temps, on s'est écroulé. Donc il y a ce penalty qui remet les Parisiens dans le jeu. Bon, on savait que quoi qu'il arrive, ce serait très compliqué en deuxième mi-temps. On a vu le coach parisien faire réchauffer rapidement ses joueurs. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois, il a fait réchauffer ses joueurs. Donc on savait que quoi qu'il arrive, ce serait difficile en deuxième mi-temps. Mais après, comme on m'a expliqué en deuxième mi-temps, alors c'est pas une baisse physique. Alors, certes, on était en sur-régime au départ, mais baisse physique, on rentrait d'une trêve internationale où il y avait peu de joueurs qui étaient concernés quand même. Donc après il y a la différence de niveau qui fait que, mais bon, ce sont les erreurs individuelles, incroyables, encore une fois, qui nous mettent dedans. Donc Tardieu qui cause le penalty, nos défenseurs centraux qui sont responsables chacun d'un but, Cardona qui perd un ballon sur un des buts également, Tardieu qui perd un ballon dans le rang central qui provoque une occasion, celle de Barcola. Donc on peut pas se permettre à ce niveau-là de faire autant d'erreurs défensives. C'est pas possible. Ouais. Dans cette deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, en fait, dans les têtes, ils y étaient plus. Et puis quand dans la tête, tu y es plus, t'as les jambes qui tremblent. Et quand t'as les jambes qui tremblent, tu fais des erreurs bêtes parce que il y en a, c'est des erreurs que même on voit pas d'habitude. C'est encore pire. Et puis sauf que contre Paris, chaque erreur, dès qu'ils récupèrent la balle dans la moitié de terrain adverse, c'est une occasion parce qu'ils vont tellement, c'est des avions de chasse, donc ils se présentent chaque fois devant le gardien. Donc moi je l'analyse comme ça. Après je suis moins d'accord avec toi dans le sens où t'as beau avoir 15 jours pour te préparer,
En fait, c'est un niveau d'intensité que je pense qu'ils n'ont pas eu l'habitude de pratiquer pendant leur cursus de footballeur, à mon avis. Horneland les fait jouer avec une intensité qu'aucun joueur n'a eu à avoir. Parce que c'est une façon de jouer qu'on ne connaissait pas avant en France. Elle est très récente, elle vient d'Allemagne, et maintenant en Angleterre ils jouent tous comme ça, Paris joue comme ça, et je vois très bien qu'un Michael Nadé par exemple, il est pas habitué, il a jamais joué comme ça, il est habitué à faire tourner la montre, dégager quand ça va pas, jouer tout le temps pressé, jouer avec beaucoup de 30 mètres de terrain derrière toi, ça ils n'ont pas l'habitude, donc forcément voilà, c'est ce qu'on revient au même principe, c'est-à-dire qu'Horneland il nous propose quelque chose de sympa sur le terrain, on voit du foot, mais on n'a pas les joueurs forcément pour jouer ce type de football. Après il faut mieux savoir gérer les efforts. L'adversité contre Paris était très élevée, mais par contre au Havre c'est la même chose qui se passe. Première mi-temps on fait une super première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps on ne reconnaît pas l'équipe. Ouais. Et le Havre il joue dans notre catégorie quoi. Tout à fait. Tout à fait. En deuxième période, on les avait pas reconnus, nos Stéphanois, alors que c'était à notre portée, les Normands. Et au final, on s'en tire avec un point d'égalité. Et c'est tout à fait logique sur le match en Normandie. Et là, une fois de plus, on s'écroule en deuxième période. Après, moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Olivier vient de parler du système à la Horneland, mais ce système, justement, est-ce qu'il n'est pas à remettre en question ? Alors, je m'explique. Le style de jeu est relativement énergivore pour nos Stéphanois, relativement joueur. Et effectivement, on s'est régalé au cours des 30 premières minutes ce samedi. Mais est-ce que c'est pas le bâton pour se faire battre, justement, de continuer dans la même logique ? Et je m'explique. Il reste avec un système 4-3-3 que j'adore. Pour moi, le foot, c'est du 4-3-3. Mais lorsque tu as des joueurs comme l'acabit de certains joueurs parisiens ce week-end, est-ce qu'il ne faut pas faire redescendre un attaquant et finir en 4-4-2 pour avoir plus de solutions au niveau du milieu de terrain, parce que on essaye sans arrêt de construire le jeu et on prend quand même 3 buts comme ça. On repart de l'Arseneur, l'Arseneur est quoi qui va chercher Cardona, et Cardona, mauvais contrôle, hop, ça fait but. D'accord. On récupère une balle, Batou Binsika récupère une balle, il va pas assez vite, il a pas de solution, ça fait but. La construction Petro qui revient toujours en arrière, et ben voilà, là ça amène Nadé à faire une grossière erreur, et ça donne le deuxième but parisien à ce moment-là. Donc est-ce qu'on se donne pas le bâton pour se faire battre ? Est-ce qu'il faut pas à un moment donné analyser le jeu ? Et c'est là que ce que j'avais dit il y a quelques émissions, pour moi Horneland, il n'a pas la capacité de faire changer ce système de jeu, à s'adapter selon l'adversaire et à trouver des solutions. Et là-dessus, je le trouve vraiment pas bon, quoi. Et pour moi, il est fautif sur cette raclée de plus à Geoffroy Guichard. Alors, je vais le répéter à chaque fois. Parce que tu vas défendre le coach. Non, je vais pas défendre le coach. Je vais juste dire qu'il a été recruté pour ça, justement. Donc ça serait pour un peu faire descendre. Non, pour donner une identité de jeu à l'AS Saint-Étienne, précise, plutôt portée vers l'attaque. Et voilà. Après, on est bien d'accord que là, je dis ça, mais moi, tu me mets l'équipe, la solution de facilité, la peur. Peut-être, le manque de courage, le manque d'audace ferait que je ferais ce que tu dis, c'est-à-dire que voilà, je ferais une défense un peu comme Dalloglio à l'ancienne, ou comme moi j'ai appris le foot, c'est-à-dire quand tu veux préserver un résultat, tu joues contre une équipe plus forte et que tu as besoin de points, donc tu fais en sorte. Mais après, il y a des équipes qui font ça contre Paris et qui en prennent 6 aussi. Ça empêche rien. Hein. On aurait pu jouer, c'est-à-dire ne pas être courageux, ne pas jouer, on n'aurait rien vu dans ce match, et en plus on en aurait quand même pris 4. Donc entre les deux, franchement, je préfère la façon de Horneland, que j'aurais pas le courage qu'il a
de faire ça contre les avions de chasse qu'il y a dans cette équipe de Paris. Je le trouve extrêmement courageux de garder sa ligne de conduite et d'envoyer ses joueurs au combat comme ça. Enfin, c'est kamikaze, quoi. Si c'était renforcer la défense, au moins densifier le milieu, quoi. Ouais. Faire redescendre un joueur comme David Tachvili, puis laisser Stas 5 au côté Cardona. Oui, non, mais il y a plein de solutions que, comme nous, on a appris le foot, de densifier, de bétonner, de balancer des fois en touche, mais il veut donner une identité à ce club, et même pas sur le court terme, sur le moyen long terme, et ses dirigeants le défendent, l'ont recruté pour ça. Donc il va pas changer maintenant, et au moins on voit du foot, quoi. Enfin, moi, l'urgence, c'est de sauver le club quand même en Ligue 1, donc c'est le court terme. Hein. Enfin, c'est bien qu'ils n'ont pas la même vision, ça c'est sûr. Hein. Ils ont pas l'air inquiets, hein. Ça c'est incroyable. Personne n'est inquiet dans le club, ni dans l'encadrement, ni quand on écoute les déclarations. Tout va bien, ces silences sont cool, mais c'est hallucinant. Si, quand même, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience, ils disent qu'il faut gagner 3 matchs. Ouais, on n'a pas gagné depuis. La dernière fois, c'est 4 janvier. Non, mais tu peux pas dire qu'ils n'ont pas conscience du danger, quand même. Ouais, mais c'est quoi les 3 matchs qu'on va gagner? Ouais. En tout cas, c'est une raclée de plus. Alors, on est bien d'accord que le défi était costaud face donc à une des meilleures équipes européennes actuelles, hein, face à Paris. Mais quand même, au résultat, t'en prends 6, quoi. Tu mènes 1-0, t'en prends 6. Tu prends 6-0 d'ailleurs. Et tu en prends 5 en une mi-temps, quoi. 5 en une mi-temps, à domicile. Avec un stade presque plein, on était plus de 38 000 personnes agglutinées dans Geoffroy Guichard ce samedi. Avec une super première demi-heure, encore une fois, c'est ça qui est frustrant. Bah oui. Si on était à la ramasse tout le match, laminé, ça n'a pas été le cas. On sait qu'il y a un écart entre les joueurs, entre les deux équipes. On joue par période. Mais une fois de plus, ça fait mal le résultat. C'est pas qu'une défaite, c'est une sacrée raclée, une de plus. Sur cette saison cauchemardesque, parce que moi j'ai jamais connu une saison où il y a autant de cartons, quoi. C'est quand même c'est la façon de jouer, quoi. C'est la façon de jouer d'Orneland qui veut ça. Après, ces périodes bénéfiques, elles te laissent imaginer ce que sera peut-être dans quelques temps. Ça, j'y crois pas. Le projet, le projet Kilmer. On a pris aussi des raclés avec Dalloglio qui joue différemment. Ouais. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, non seulement tu vois 0 foot, et en plus t'en prends 6, t'en prends 5, t'en prends 8. Là, au moins, tu vois du foot. Ok. On va passer à un premier titre musical d'un groupe parisien, d'un jeune groupe parisien qui s'intitule Chest, et le titre c'est Self Sabotage. There's a storm in my chest, I get no rest, you get no rest, you get no. There's a storm in my chest, I get no rest, you get no rest, you get no. Nobody listens and people just speak. All express themselves, stupidity is at its peak. Answer all my questions, fall asleep right next to me. Despite all I've learned, I'm still ignorant. Despite all I've learned, I'm still... Chest, les Parisiens du 11e arrondissement, avec ce titre Self Sabotage. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Rock and Foot. On revient sur l'analyse de cette défaite, cette punition à domicile face aux Parisiens, 6-1. Revenir peut-être sur les pénaux, parce que le pénau accordé à la fin de première mi-temps en faveur des Parisiens, on l'a évoqué effectivement tout à l'heure. Moi, j'ai dit que de ma tribune, j'avais pas compris. Mais une fois de plus, ça change complètement la donne. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu généreux, ce penalty? Et puis je reviendrai après sur le penalty qui a été annulé. Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est léger.
Il y a pas grand chose. Après, Tardieu, il défend pas super bien parce que voilà, il voit pas ce qui se passe, il gère pas trop bien la situation, mais il a pas l'habitude peut-être de se retrouver dans cette situation, je sais pas. Il a peut-être pas l'habitude aussi de courir un 10 000 mètres à 70%. Non, mais il les a fait galoper un truc pas possible. Même Tardieu, c'est pareil. C'est un joueur, il a pas l'habitude de faire autant de courses. Et à mon avis, il manque de lucidité. Dans les moments où il faut avoir de la lucidité, il en manque et il fait cette faute, quoi. Après, c'est pas clair, même au vu des images. Il y a le geste. Alors, je sais pas si. Ouais, mais il c'est tape souvent dedans contre nous, ou- on est bien d'accord. Ah, mais c'est c'est sûr. souvent contre nous, ce genre de décision, quoi. C'est sûr, il va pas prendre le temps de consulter la VAR encore une fois. Il aurait pu le faire et puis confirmer le penalty, mais il l'a pas fait. Sûr de son La fait. VAR, non, c'est pas dans ce sens que ça marche. C'est-à-dire que si la VAR si dans le camion, il pense qu'il y a une erreur manifeste de la part de l'arbitre, ils lui disent de venir voir les images. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ouais. Donc là, a priori, ils n'ont pas estimé qu'il y avait une erreur manifeste de la part de l'arbitre. Contrairement au En second. voyant les images, Contrairement au second. contrairement au second but où là, Ouais. ils lui ont demandé de venir. Putain de camion. Justement, on revient sur le deuxième penalty sur une faute de Stassin. Et moi, sur le moment, j'étais avec mon fils, je lui dis mais il va pas donner penalty, il donne penalty. Et là, j'ai cette impression, je dis mais quelle honte de siffler penalty. Il est à côté de siffler ce genre de faute. Alors qu'il n'y a absolument rien, c'est Stassin qui attend le ballon, mais il n'y a jamais faute de la part du Parisien et il accorde un penalty. J'ai dit mais ce football il part complètement à la dérive, quoi. Donc les gars ils sont incapables d'arbitrer, qu'ils fassent cheminot. C'est un ancien. Qui fasse un stit, mais pas arbitre, quoi. Moi j'ai trouvé ça grave. Alors pour Saint-Etienne, je regrette qu'il n'y ait pas eu pénalty, voilà, parce qu'ils auraient pu revenir, ça aurait été moins sévère, mais c'est quand même une insulte au football de siffler pénalty sur une action pareille. Pourtant, c'est un ancien joueur, hein, Monsieur Stinat, Ouais. l'arbitre. Bah ouais, mais qu'il fasse cheminot. Hein. Voilà. Donc ouais, j'ai pas apprécié. Après, je reviens à Monsieur Stinat, tu l'évoques. Les 3 fautes de Doué en première mi-temps, il donne absolument jamais carton, alors qu'il y a 2 fautes d'anti-jeu. La première faute de Bouchoirie, c'est un carton. Tu vois, c'est ce genre de choses qui est récurrent tous les week-ends avec Saint-Etienne. Et à la fin du match, alors je sais pas si c'était pas à la télévision, mais l'arbitre Stinat, il va voir Doué et il lui fait une caresse dans les cheveux. Oh, j'ai adoré ça. Non mais ça, ce genre de choses dans les années 80, ça n'arrivait pas. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? je comprends ce que tu veux dire. Et voilà, je suis un petit peu atterré du football actuel et notamment de l'arbitrage. Du niveau de l'arbitrage. Voilà. Après le carton jaune de Bouchard, il méritait. Hein. Ah si, il tacle, il est viril. Hein. Il prend le pied du joueur. Il me semble. Ouais, mais les fautes Après, j'ai d'anti-jeu, peur qu'il soit suspendu. J'ai pas vérifié. les fautes d'anti-jeu des Parisiens devraient être sanctionnées par un carton jaune. Ça fait partie de la loi aussi, hein. Je sais pas si c'était sous le coup d'une suspension. Bon, voilà. Bon, peu importe. 63 buts encaissés, d'accord. 7 matchs qui nous restent. Il y a 4 matchs à domicile. Vous imaginez combien de victoires sur ces 7 rencontres qui vont être déterminantes? Bah déjà, non mais la déterminante c'est ce week-end, c'est-à-dire que quel que soit le résultat de la commission qui nous donne les 3 points de la victoire, les 2 buts de Stassin ou quoi, peu importe, à la limite, il faut gagner à Lens. Il n'y a pas le choix, parce que on voit très bien que les autres équipes se réveillent, que Le Havre et Reims ils se réveillent. Donc là, moi je vous ai proposé d'intituler l'émission Au pied du mur, parce que évidemment contre Paris, on voyait mal comment on pouvait l'emporter, hein. Franchement, tu peux le faire 50 fois ce match, tu le perds à 49, quoi, et encore. Donc par contre à Lens, on en parlera tout à l'heure, moi là le maintien, pour moi il va se jouer sur ce match-là.
Bon, c'est un week-end catastrophique. Hein. Reims qui passe 3 buts à l'OM, Le Havre qui gagne dans les dernières secondes face à Nantes. Donc ouais, les 3 victoires, écoute, les 2 derniers matchs, mais bon, en espérant qu'on soit toujours en vie, on va aller à Reims et puis on va recevoir le TFC. Mais après, il faut gagner un match quoi qu'il arrive avant. Donc c'est sûrement pas Monaco qui est deuxième du championnat, qui est en pleine bourre à domicile. Lyon, bon, c'est un match tellement à part, mais bon, Lyon qui est au-dessus. Brest, on voit ce que ça donne. Strasbourg vient d'en passer 4 à Lyon. Ouais. Donc attention, donc effectivement, s'il y a un match à l'extérieur, une performance à faire, enfin, parce qu'on n'a fait aucune performance depuis le début de saison. S'il y a une mini-performance depuis le début de saison, c'est la victoire contre Lille à domicile. Mais là, donc, ce serait de gagner à Lens, ce qu'a fait Le Havre. Oui, il faut surtout pas se dire. Non, je suis pas d'accord. Moi, quand tu parles de performance face à Lille, parce que Lille est effectivement mieux classé. Moi, les performances, c'est les victoires face à Auxerre et face à Strasbourg, qui ont été largement méritées. Et il n'y avait pas eu photo entre les deux équipes, alors que face à Lille, c'est bon, un but d'écart et avec peu de possession de balles, peu d'occasions. Donc non, il parle de l'adversaire, de la valeur de l'adversaire. Oui, je comprends bien, mais c'est par rapport à l'adjectif qu'il utilise. Tu t'attends plus à battre Auxerre que battre Lille. Oui. Même si les conditions ont peut-être les mêmes, évidemment. Oui, on est d'accord, voilà. Et puis ils sont largement meilleurs, mais... On a entendu l'Arseneur dire justement ça, c'est-à-dire qu'on verra si on est des hommes quand on ira à Reims. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Si ça se trouve, quand tu vas aller à Reims, c'est l'avant-dernière, on sera déjà... ça sera la dernière. Oui. Donc, il a l'habitude que ça se joue dans les derniers moments. Peut-être que ça va se jouer comme ça. Mais avant, faut pas commencer à regarder le dernier match. Faut prendre des points avant. Il va quand même falloir lutter jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être des clubs qui financièrement... Ouais, on me dit que dans la banlieue, mon oreillette, j'ai entendu dans l'oreillette que les 2 prochains mois seraient très difficiles du côté de Lyon. Ouais, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le côté sportif, et il y a l'écart se creuse avec le barragiste, et puis le premier club qui peut se maintenir. Ça commence à faire beaucoup de points, plus en fin de compte le goal average qui nous est largement défavorable en notre faveur. Donc c'est un point de plus, quoi. Donc ça commence vraiment à être problématique. Et puis l'a évoqué Olivier, effectivement, il y a une décision, on l'a évoqué la dernière émission il y a 2 semaines, qui est relativement tardive pour ce match interrompu à Montpellier. Est-ce que ça pue pas justement le fait de prendre son temps par rapport à ça? Déjà que le fait que la suspension de Bernard a été confirmée, donc ça tendrait à prouver que le match ne sera pas donné vainqueur pour la SS par tapis vert sur un score de 3-0, puisqu'auquel cas les 2 buts Stassin ont été invalidés, mais la suspension de Bernard est annulée. Donc il y a 2 solutions, soit on reprend à 0-2, on termine la rencontre, soit le score est entériné sur un score de 2-0 avec les buts Stassin validés. À 10 contre 11. Oui, moi je pense que malheureusement le match va être donné à terminer. Ouais, finalement, tu penches de ce côté-là. Je pense. On en saura plus demain. C'est sur terrain neutre, à huis clos. Alors là, aujourd'hui, c'est pas facile, chers auditeurs, rien ne nous sera épargné quand même cette saison. Hein. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est cette décision. On va apprendre dans la journée de demain, donc que certainement aussi sur les ultras. Il y a déjà une bonne nouvelle ce soir. Ouais. Concernant les ultras. Alors il faudra qu'on en parle un petit peu, on en dise un mot, on devrait avoir l'explication, enfin le résultat de cette commission qui va soit faire rejouer, soit, enfin bref, on vient d'en parler. Mais tenez-vous au courant sur les sites, notamment Evect, qui va certainement relayer au plus vite. Ouais, si on peut dire un mot simplement. Donc voilà. Les ultras ont été reçus ce matin à Beauvau, et donc il y a quelques instants, donc le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué, donc en précisant que ils allaient dissoudre la Légion X du Paris FC, mais par contre en l'état ils n'allaient pas le faire concernant les Magic Fun et Green Angel, donc il y avait un sursis pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors qu'on pouvait s'attendre au pire. J'ai pas compris, les Green normalement ils s'étaient pas dissous eux-mêmes? Si, mais bon. Si, c'était auto-dissous. Comment tu peux dissoudre quelque chose qui est déjà dissous? Bon, bref, ça, j'ai pas compris. Enfin, quoi qu'il arrive, c'était juste une commission consultative. Après, c'est le ministre de l'Intérieur qui devait décider par lui-même la dissolution ou pas. Et donc, là, apparemment, d'après les dernières infos relayées par la Tribune Le Progrès, par l'équipe, etc., donc, il ne serait pas en état de dissoudre les Magic et Green pour l'instant. C'est une très bonne nouvelle. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on évoque le cortège de samedi avant la rencontre
entre Saint-Étienne et Paris, parce que à Saint-Étienne, ça a énormément bougé. Un monde de fous pour soutenir ces deux groupes, deux associations d'ultra qui sont là depuis plus d'une trentaine d'années. Eric, tu étais présent, tu peux témoigner un petit peu de cette journée, de cette marche? Oui, la ville était verte de monde, c'est qu'à de le dire. Donc, écoutez, un rassemblement massif comme on pouvait s'y attendre, hein, avec un départ en cortège à partir de 15h de la place Jean Jaurès, donc via la Grand Rue jusqu'au stade Geoffroy Guichard, où donc la direction de l'ASS est venue rejoindre. Ça met en tête de cortège Yvan Gazidis, Loïc Perrin, Jean-François Soucas, Samuel Rustem et pas mal d'autres personnes de l'encadrement du club, donc jusqu'au parvis du COP Sud, où Yvan Gazidis ensuite a pris le micro, donc pour dire quelques mots à l'Assemblée. Donc tout s'est très bien passé, une ferveur assez incroyable. On a l'habitude, nous, à Saint-Étienne, hein. Alors ça fait très longtemps, hein. J'avais suivi le cortège en 2013 de Carnot jusqu'à la place Jean Jaurès après la victoire en Coupe de la Ligue. Et là c'est donc le chemin inverse, donc dans d'autres circonstances, donc de Jean Jaurès jusqu'à Geoffroy Guichard, et puis après on a eu droit au stade à une ambiance phénoménale malgré l'ampleur du score en défaveur des Verts. Ouais, un soutien incontournable dans toute la France, hein, on a pu voir, même en dehors du territoire français, pour les Greens et pour les Magic. Tu veux rajouter quelque chose, Olivier? Non, j'ai adoré voir cette belle manifestation. Voilà. C'est peut-être ça qui a fait pencher justement aussi le ministère de l'Intérieur du côté des ultras qui sont pas des ennemis de la population comme ils auraient voulu nous les faire passer. On voit qu'à Saint-Étienne ils sont plutôt appréciés. Ok, on va passer à un deuxième titre musical dans cette émission Rock and Foot. Ça sera un groupe à part entière qui vient des Hauts-de-Seine. Son nom c'est Astérotypie. Le titre c'est Calme-toi, bouge tes genoux. C'est de leur dernier album qui est sorti il y a quelques mois. Alors pourquoi c'est particulier? Ça vient d'un institut médico-éducatif, IME, d'Île-de-France, auprès des personnes autistes. Ces personnes autistes qui écrivent et qui chantent également sur ces albums-là. Et je vous conseille ce dernier album qui est vraiment bluffant. Alors c'est un peu post-punk comme j'aime. Et donc ce titre, Calme-toi, bouge tes genoux, c'est parti. Calme-toi, 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 bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Calme-toi, bouge tes genoux, le titre d'Astérotypie, un groupe hors du commun. Ils ont sorti donc en 2024 leur 4e album qui s'intitule Le Patami, qui est excellent. Voilà, je vous conseille, c'est vraiment une expérience, c'est unique à voir absolument sur scène, parce que c'est simplement unique de voir... Pardon, Olivier? Non, on était perturbés parce qu'il y a à côté de la radio là, il y a un lapin, il y a un lapin qui vient de passer. D'accord. Ils ont tapé de ce que je dis, quoi. C'est aussi simple que ça. Bon, non, pas du tout. On enchaîne avec l'agenda. Il me parle. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Prise en flag. Mais non, je m'en fous pas de ce que tu dis, Marco. Répète, du côté de... tu me perturbes, t'arrêtes pas. Je sais pas, faut arrêter la drogue, hein. Tu vois des lapins partout, il y a un problème là. Du côté de Lens, ce sera dimanche à 15h à Bollaert. Donc cette équipe de Lens, eh bien, que dire?
c'est pas du tout la même équipe qu'on a affrontée au match aller. Elle a évidemment, sur fond de problèmes financiers, elle a vendu les bijoux de famille. Kevin Danso, après un échec avorté du côté de l'AS Rome, est parti à Tottenham quand même. Brice Samba est parti à Rennes et Kusanov est parti à City. Donc voilà pour le mercato. Ils n'ont pas vraiment été renforcés parce que comme la plupart des clubs de Ligue 1, ils souffrent. Le dernier match, c'était le derby du Nord. Ils se sont inclinés sur la pelouse de Lille 1-0 et ils n'ont pas été transcendants. C'est Lensois. Faut dire que ils jouent plus grand chose. Le maintien est assuré. Les places européennes, je suis pas sûr qu'ils veuillent forcément à nouveau aller y goûter parce qu'ils ont vu que jouer tous les 3 jours, c'était compliqué. Donc voilà, que dire bien que à la maison, malgré l'ambiance de Bollaert, ils sont pas souverains. Contrairement à certaines années, chez eux, c'est pas du tout une citadelle, Bollaert. Je prends l'exemple de leur défaite, par exemple 4-3 contre Le Havre, par exemple. Ils se sont inclinés chez eux contre Le Havre. Récemment, ils ont battu Rennes, par exemple. Voilà, donc je trouve que si on analyse un peu cette équipe, elle reste solide défensivement, bien que leur gardien a fait une grosse bourde du côté de Lille. Le but, il est de la faute du Ryan, donc le gardien australien. Et c'est surtout offensivement qu'ils ont, je trouve déjà, ils n'avaient pas énormément d'atouts. Et là, ils ont été carrément inoffensifs contre Lille. Donc, comme je disais tout à l'heure que c'était le match où il fallait récupérer des points, c'est peut-être aussi l'équipe, qui peut permettre aussi d'aller de gagner des points parce que cette équipe de Lens, elle est pas au mieux en ce moment. C'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. C'est ça, donc. Je vois que tu m'écoutes. Je viens de le dire. Ouais, donc c'est peut-être. Voilà, j'essaye de chercher un point positif sur ce déplacement. Côté stéphanois, on récupère Bernauer ou. Oui, c'est ça. Oui. Et est-ce qu'il y a des blessés, des suspendus pour cette rencontre ? Il y a le retour de Ben Hold. On le savait, puisqu'il est rentré déjà. Wadji. Ouais, exactement. Après, il y a une interrogation sur Bouchoirie. On se demande s'il n'est pas suspendu. On le saura là aussi. Non, il ne sera pas, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine. Il le serait dans. Ah oui, c'est vrai qu'en général, il y a 10 jours. Ouais. Non, retour de Mouefek, de Wadji, qui est dans le groupe, qui est rentré en fin de match avec Hold. L'arbitre sera Monsieur Dissorg, et petite particularité, il avait déjà arbitré le match aller. On avait perdu 2-0. Bon, il n'y avait pas eu photo, c'est pas la même équipe, comme tu l'as évoqué. Il n'y avait pas eu photo, là. Avec un deuxième but suite à une bourde de Nadé. Déjà. Si vous vous rappelez. Oui, je me souviens. Mais oui, il faut. De toute façon, ça fait depuis début janvier qu'on n'a pas remporté, mais il faut 3 points, il ne faut pas 1 point. Il faut vraiment 3 points, et même si on est suspendu à la décision de demain, savoir sur le match de Montpellier, voilà, si on récupère 3 points ou non. On verra tout ça. Mais ce match est à 15h. Il est sur DAZN ou Bein, Olivier? À 15h, c'est forcément DAZN. C'est DAZN. D'accord. Le dimanche. On parle de Montpellier, mais si le match est à rejouer, il va falloir le caler aussi, ce match. Donc ça veut dire qu'on va jouer tous les 3 jours. Ça ne nous arrange pas non plus. À un moment alors donné, on est pour rien à la base. Ouais. Le match va jouer mercredi. Écoute, on verra la décision, mais effectivement, comme tout nous est défavorable depuis le début de saison, on peut effectivement imaginer le pire pour cette rencontre entre les Héroltais et nous. Écoutez, on verra tout ça et on en reparlera mardi prochain dans l'émission. On va enchaîner avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Coup de cœur, le seul verre à moitié plein, puisqu'on n'a pas fait. Donc c'est pour le public, bien sûr, stéphanois, magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas fait les... je suis allé trop vite. Donc le public salue le verre à moitié plein, donc magnifique, 12e homme, d'une fidélité, d'une ferveur exceptionnelle, alors que l'équipe est relégable et multiplie les humiliations et la manifestation d'un parlement de soutien aux ultras
Donc c'était vraiment l'union sacrée du peuple vert, hein. Ça fait chaud au cœur en cette période si particulière, si trouble. Coup de cœur pour le nouveau magazine baptisé Tribune Verte qui va paraître demain sous la plume de Laurent S, qu'on connaît bien, D'accord. qui me consacrera d'ailleurs plusieurs pages dans le numéro suivant. Puisque je parle de lecture, donc un coup de cœur pour la BD Stéphanois un jour, Stéphanois toujours, qu'on peut se procurer à l'Office de tourisme de Saint-Étienne. Donc c'est très intéressant, il y a de très beaux dessins sur tous les lieux emblématiques de la ville. Et donc la SS est bien représentée à travers le stade Geoffroy Guichard, à travers le musée, à travers la boutique et également à travers la brasserie. D'accord. Très bien. Ouais. Aux éditions Réclame. J'embraye et je trouve qu'il y a un rapprochement qu'on n'avait pas vu depuis longtemps entre la direction et les groupes ultra. Franchement, moi, de mémoire, j'ai pas de souvenir alors qu'avant ça se passait comme ça, hein, même les joueurs ils se croisaient sur les aires d'autoroute en déplacement avec les bref, il y a un rapprochement, il y a eu une espèce d'osmose, je pense, qui peut être que bénéfique, et d'ailleurs on l'a vu pendant le match parce que ça a continué à encourager même à 5-1. C'est quand même un peu abusé parce qu'il y a une Ola quand même à 1-5. Ouais. Oui, non, ok, dans le stade, t'as d'accord, puis t'as raison. Le tour d'honneur à la fin, pareil, les joueurs mais je veux dire, dans la journée, je trouve qu'il y a cette osmose, elle fait du bien, pour moi, c'est du jamais vu. Et puis, c'est quand même un bel hommage de la part de Luis Enrique de dire que l'équipe de Saint-Étienne est l'équipe qui les a le plus fait souffrir cette saison, quand on sait les adversaires qu'ils ont dû affronter. Il faut aussi, alors on parle souvent de la différence en Amérique du Nord avec le fait qu'il n'y ait pas d'accession de relégation. Et bien c'est en train de changer. Ils sont en train d'étudier, alors même en MLS là, avec les franchises, le fait qu'en football qu'il y ait des descentes et des montées. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on pense souvent. On imagine que c'est l'inverse qui va se passer en Europe et qu'on aura nous aussi des franchises avec des ligues fermées. Donc c'est plutôt l'inverse. L'évolution du foot, c'est ça. Et puis en plus, on s'en rend compte aujourd'hui, même si c'est très stressant. Imaginons s'il n'y avait pas de descente. Ça serait d'une torpeur sans nom, quoi. Hein, donc ça fait partie du foot. Comme on va bientôt affronter le RC Lens aussi, j'en profite pour glisser que le film En fanfare, il n'y a pas de football dedans, mais à un moment on voit très bien que un des personnages, il y a le stade, le terrain de foot juste derrière. C'est ça, et un des personnages a le logo du RC Lens dans sa voiture. Il faut y aller parce que c'est un très bon film qui parle de musique et c'est une belle fresque sociale. Et puis tu y seras, pas nous, tu peux pouvoir assister au coup d'envoi à la prestation d'un dénommé Alain le chanteur qui va interpréter un titre, L'amitié stéphano-lensoise, au début du match. Ouais, je connais, ouais. Tu le connais, ce titre ? J'ai entendu. D'accord. Ouais. Je préfère les corons, mais oui, on aura les deux. J'imagine. Quant à moi, coup de cœur, bien sûr, le rassemblement avant le match Saint-Étienne-Paris ce samedi, et puis le chaudron, hein, vous l'avez évoqué tous les deux. Ce chaudron, même à 5-1, et alors on peut critiquer, mais c'est vrai que lancer une Ola à 5-1. Et puis pour la première fois aussi, le public qui a sorti les torches des smartphones. Ça, je l'avais déjà vu en Espagne pour des matchs. Un match justement du Betis, parce que le Betis fait partie de mon coup de cœur, puisqu'ils ont emporté le derby face au FC Séville ce week-end. Donc les Verts et Blancs de Séville l'ont emporté, et ça faisait longtemps, ça faisait je crois plus de 4 ans. Donc c'est une très bonne chose pour des Verts et Blancs, mais ce chaudron, c'est quand même un lieu atypique et unique. Ça, là-dessus, ça fait aucun doute, et même avec un score large pour l'équipe visiteuse, voilà, le chaudron reste le chaudron. C'est quand même exceptionnel. Les flashs des téléphones servaient une seule fois, c'était pour rendre hommage à Philippe Masguin, l'ancien photographe de la SS. Ouais. C'était il y a bien longtemps, donc d'ailleurs il y a une expo au musée des Verts qui rend hommage aux photos de Philippe. D'accord. Tu l'as dit, Eric, j'ai zappé le verre à moitié vide et à moitié plein, donc on va le faire en 2 minutes. Si vous, sur la rencontre de Saint-Étienne-Paris, c'est un verre à moitié plein, ça serait lequel ? Pour citer Cardona, mais moi je dirais Masson.
Ben, je te rejoins. Masson, qui fait souvent partie en ce moment des meilleurs joueurs. Je te rejoins. Et pourtant, il avait un client, mais il n'était pas toujours défensivement sur Barcola. Mais moi, j'ai trouvé quand même assez entreprenant et assez à son aise sur son flanc droit. Allez, je vais dire Stassin pour son but. Pas très académique de la tête. On voit que c'est pas forcément son point fort. Ouais, bonne détente, faut le mettre. Bonne détente, mais non, il est beau, mais c'est pas académique, mais ça compte. Et un verre à moitié vide ou des verres à moitié vide, parce que là il y en a quand même quelques-uns. Nadé Batuminsika. Pareil qu'Emiguel. Ouais. Miguel. Et moi qui ai toujours défendu Nadé, parce que je trouve que c'est un très bon joueur. Là, autant dire que je crois que c'est son plus mauvais match qui nous a fait dans cette charnière centrale. Il s'est mis au niveau de Batou. Et c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Et, même sur, je crois que c'est le 5e but. Le 5e but ou le 4e but, il est déjà à 20 mètres du ballon. Il est déjà beaucoup trop esselé devant. Et, c'est assez étrange. Et ouais, j'ai vraiment pas trouvé bon sur cette rencontre et pourtant je l'aime bien ce pauvre Nadé. Il y a longtemps que t'as pas dit ta phrase qu'un Nadé sur le terrain, Oui, les c'est verts vrai ne perdent pas. Quand Nadé est là, on perd pas. Ouais, exact. On enchaîne avec les coups de tête qui se trouvent ici. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Coup de tête pour ce match de foot conclu sur un score de tennis, une humiliation de plus. Donc 8 buts pris à Nice, 6 à domicile face au PSG. Donc c'était pas arrivé depuis 1952, c'était contre le grand stade de Reims. Et puis 5 à Rennes, 5 à Marseille, 4 à Brest, 4 à Angers, 4 contre l'OM en coupe, 4 à Lille. Donc 63 buts au total, donc 15 pénaltys. Pire défense du championnat, pas la moindre victoire depuis le 4 janvier. Relégable à cette journée de la fin, avec à l'instant T 4 points de retard sur le Havre et 6 sur Reims, sans compter la différence de but. Donc moi j'ai jamais vu ça. Et puis un coup de tête aussi pour les... Et pas de raison, pour l'équipe féminine, qui sûrement par souci de parité a des résultats aussi catastrophiques que les hommes. Donc elles aussi ont joué ce week-end contre Paris, elles aussi en ont pris 6, 0-6, c'était le score à la mi-temps, rendez-vous compte. Je rappelle qu'elles ont pris 11-0 lors du derby aller, 5-0 au GT lors du derby retour, 6 buts à Fleury, 5 au Havre, 4 au Paris FC, différence de but, moins 44. Elles sont pas très loin non plus de la relégation. Donc demain il y a les groupes masculins et féminins qui sont en dédicace à l'hôtel de ville, donc j'irai, mais il n'y aura pas de quoi les féliciter. Ah ouais, dis donc, c'est vrai. Mais elles partaient de loin aussi, hein. C'est des grosses cylindrées, ces équipes féminines dont tu parles, qui jouent à la Coupe d'Europe. Et donc nos Stéphanoises, les Amazones, là, c'est un peu des enfants de cœur. Elles ont perdu leur coach aussi. Justement, enfants de cœur, excellente transition. Je voudrais, si on a un peu de temps, puisque notre ami Retailleau fait le 4 minutes, ça sera largement suffisant. Notre ami Retailleau a fait le portrait, a écumé les archives des groupes ultra pour voir la moindre faute de leur part. Moi aussi, je vais faire un peu pareil le concernant, puisque il a un lien avec la radio, vous le savez, notre ami Retailleau, puisque c'est l'ancien président de Radio Courtoisie, radio de la région de la Vendée, merci. Voilà, qui défend certaines valeurs, voilà, que personnellement je défends pas forcément, mais il faut savoir que ce dénommé Retailleau, il s'est battu par exemple pendant 6 ans. Son combat à lui, c'est de pouvoir faire une crèche dans le Conseil général de Vendée, justement. C'était son gros combat. Voilà. Son deuxième gros combat, c'est de défendre les écoles catholiques hors contrat. Il a plusieurs de ses proches qui sont directeurs d'écoles catholiques hors contrat, dans lesquelles on est habillé en uniforme catholique, comme dans les choristes, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, si ce monsieur veut transformer Geoffroy Guichard en cathédrale ou en abbaye, il est très mal parti et ce ne sera jamais le cas. Donc voilà, les Stéphanois ont bien fait de se mobiliser contre cette menace de dissolution et a priori ça prend un bon chemin, donc tant mieux et qu'il nous laisse tranquilles. Ouais, parce que les décisionnaires et les décisions arbitraires comme celle-ci, on s'en passe volontiers. Le foot n'a pas besoin de ça. Pour mes coups de tête, je reviens aux pénaux. Les pénaux, on en a
parlé, évoqué lors de ces matchs entre Saint-Etienne et PSG, mais aussi en dehors de cette rencontre. On a parlé de la rencontre du Havre qui nous est passé devant. Ils l'ont emporté 3-2 face à Nantes, mais il faut signaler qu'ils ont eu 2 pénaltys, 2 concédés suite à des fautes, une faute de main plus que généreuse. Pareil, dans les années 80-90, c'est des mains qui ne se sifflaient pas, ce genre de choses. C'est notre saut... Voilà, qui a fait une pige à Strasbourg et qui est nantais maintenant. Et ben c'est lui qui est fautif sur les 2 pénaltys concédés et les 2 pénaltys transformés pour les Havrais et qui nous mettent dans une situation un petit peu délicate. Voilà pour ces coups de tête, voilà pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser et décortiquer ce Lens Saint-Etienne dimanche 15h sur DAZN ou bien sûr en direct du Stade Bollaert. Eric, il y sera. D'ici là... Pour moi, le match le plus important de la saison. D'ici là, bise à l'œil et bien sûr, allez les Verts. Bonne semaine, allez les Verts. Allez les Verts, à bientôt.